Bonsoir, bonsoir mes chers entrepreneurs. Je suis ravi que vous avez accepté de participer à ce workshop depuis, depuis chez vous, depuis des millions de capitales dans le monde. Et la question que nous allons répondre ce soir, c'est une question importante parce qu'il a été constaté que beaucoup d'entreprises ne passent pas le cap de 5 ans. Donc 4 sur 5 d'entreprises ne passent pas ce cap qui est très important de passer le premier cap de 5 ans. Et pourquoi ces entreprises ne passent pas ce cap? Nous allons le voir aujourd'hui. Parce qu'ils ne se posent pas des bonnes questions, ils ne se posent pas les bonnes questions, il n'y a pas des éléments, ils n'ont pas assez d'éléments pour pouvoir développer leur entreprise. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour développer ton entreprise et avoir une entreprise à succès. Donc, je suis Eric Ninti, entrepreneur et business coach. Donc, après avoir eu beaucoup d'échecs dans mes premières années d'entreprise, j'ai eu à recommencer jusqu'à ce que je puisse rencontrer un business coach qui m'a permis de remonter la pente. Lorsque je suis sorti de cette situation, je me suis dit qu'il y avait forcément des personnes, d'entrepreneurs comme moi, qui voulaient faire développer leur activité, qui voulaient faire rêver les gens, mais qui ne savaient pas comment faire. C'est pour cela que j'ai décidé donc d'accompagner un certain nombre de personnes, d'entrepreneurs, qui veulent vraiment, qui ont commencé leur entreprise et qui veulent avoir moins de soucis financiers, qui veulent avoir cette vision, cette visibilité au niveau de leurs finances. Donc voilà, donc j'ai dû me former dans des écoles de formation de coaching pour devenir coach, business coach. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais échanger avec toi pour te faire comprendre de comment tu vas faire pour passer ce cap de 5 ans. C'est très important. Donc, la question que je voulais te poser, c'est lorsque tu te rappelles encore, lorsque tu te renvoies encore à cette année où tu as créé ton business, est-ce que tu te rappelles encore de ce que tu t'es dit, de ton identité? Quelle était l'identité que tu avais, de tes ambitions? Pourquoi tu as créé cette entreprise? Est-ce que tu te rappelles encore de ces moments où tu as créé cette entreprise et qu'est-ce que tu te disais? Pourquoi tu as créé cette entreprise? Il y a un certain nombre de gens qui créent des entreprises parce qu'ils veulent créer une affaire et capitaliser. C'est-à-dire, ils ont besoin du capital, ils créent un business et ils le revendent pour avoir de l'argent. Et d'autres gens créent des business parce qu'ils ont envie d'avoir des revenus à côté de leur activité principale, du travail principal. Et l'autre catégorie des gens, c'est les gens qui créent des entreprises parce qu'ils ont envie de léguer une fortune, un héritage à leur progéniture. Donc, quelle est ton ambition au début d'avoir créé cette entreprise? Qu'est-ce que tu veux faire de ton entreprise? Est-ce que tu veux juste un capital ou bien avoir une activité à côté de ce que tu fais déjà? Ou bien tu veux créer une entreprise pérenne qui va pouvoir donner, léguer l'héritage à tes enfants? Donc, il est important que tu puisses définir ton identité. Et en parlant de l'identité, il est important que tu puisses savoir quelles sont les valeurs qui t'ont permis de créer cette entreprise. Les valeurs qui t'ont permis de créer cette entreprise, ce sont des valeurs qui vont te permettre de rester sur le marché. Pourquoi tu voulais créer cette entreprise? Quelle est la valeur que tu voulais apporter au marché? Et aussi, quelle est ta motivation? Quelle est la culture de l'entreprise que tu as aujourd'hui qui fait que tous les jours, tu as envie de rester périn sur le marché? Je me rappelle encore les premières fois que là où j'ai créé, quand j'ai créé mes premières entreprises, en fait, je me suis lancé comme ça là, dans la création parce que je voulais faire comme les autres en fait. Et jusqu'à un moment donné, je passais mon temps à copier, aller voir les voisins, à copier leurs services, à faire ce qu'ils font. Jusqu'à un moment donné, j'étais bloqué et j'étais buté du fait que mon entreprise, je n'arrivais pas à faire du chiffre. Et je n'arrivais pas à faire du chiffre parce que quoi? Parce que je ne me concentrais pas à me poser la question, quelle est la compétence? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter sur le marché en termes de compétences?
Et lorsque je crée mon entreprise, quelle est la compétence qui m'a permis de créer l'entreprise? Parce que sur le marché, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs entreprises. Mais pourquoi je dois aller sur tel marché plutôt que sur l'autre marché? Généralement, c'est parfois les compétences. Si je me sens à l'aise à faire quelque chose, forcément, je vais aller vers cette chose-là. Je vais aller développer cette activité. Mais imagine un peu que moi, je me suis lancé dans la restauration au début. Je ne connaissais rien de la restauration. Je me rappelle une fois, il y a un client qui est venu dans mon restaurant et qui m'a trouvé. J'avais créé un nouveau menu. Je suis parti de ce que le voisin faisait pour introduire un nouveau menu. Ce client m'a fait comprendre que je n'étais pas la bonne personne, ce n'était pas le bon restaurant. Et puis, j'ai été frustré. En ce moment, j'ai pu comprendre pourquoi ce client s'était comporté comme ça. En fait, j'avais créé une activité sans comprendre, sans savoir, sans avoir la compétence de l'activité. Et je te parle de ça parce que lorsque tu crées ton entreprise, il faut que tu arrives à comprendre que la compétence, elle est importante. Mais il ne suffit pas d'être compétent. Il faut être compétent et conscient. Donc, il y a 4 phases que beaucoup d'entrepreneurs oublient qu'il faut passer afin de devenir compétent, conscient. Et pendant ces 4 phases-là, il est important que tu puisses comprendre cette transformation de partir de quelque chose que non seulement tu ne connaissais pas, mais tu n'étais pas conscient de ça. Et rien que ce conseil peut te permettre de gagner beaucoup d'argent. Parce que moi, par exemple, lorsque je me suis lancé dans la restauration, je n'avais aucune compétence. Il a fallu que je passe les 4 phases dont je te parlerai tout à l'heure pour que je puisse être compétent, conscient, c'est-à-dire que je puisse savoir, avoir de l'expertise dans ce domaine, mais aussi de maîtriser les détails de cette activité. Et c'est en ce moment qu'une entreprise gagne l'argent, lorsqu'elle est compétente, consciente, lorsque dans l'entreprise, il y a des ressources qui peuvent lui permettre de gagner l'argent. Donc la première phase, c'est lorsque tu es incompétent, inconscient. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent comme ça là dans l'activité. Non seulement ils n'ont pas la compétence du secteur d'activité qu'ils vont, mais en plus, ils sont inconscients qui n'ont pas la compétence. Donc, il faut avoir la compétence. Et il faut être conscient que cette compétence est importante pour que tu puisses développer ton activité. Maintenant, il faut que tu passes donc à la phase d'incompétent, inconscient, à la phase incompétent, conscient. Lorsque tu prends conscience que tu es incompétent, ça veut dire que tu as évolué. Ça veut dire que tu prends conscience du fait qu'il te manque une compétence dans ton activité. Ça peut être une compétence de finance, de management, une compétence de gestion par exemple, une compétence que tu puisses déléguer par exemple ton activité, une compétence qui te permet de réorganiser ton activité ou bien de pouvoir augmenter la valeur de ton service. Donc, cette phase-là, elle est très importante parce que lorsque tu prends conscience, tu commences à apprendre, tu commences à développer les différents services, tu commences à développer, à apporter la connaissance dans ton activité. Et généralement, les gens qui m'ont le plus aidé, c'est les mentors, les gens qui étaient déjà sur le terrain, les coachs qui m'ont accompagné. Lorsque j'avais pris conscience que je n'avais pas la compétence de développer cette activité, ils m'ont accompagné à avoir cette compétence. Mais, généralement, lorsque quelqu'un t'accompagne, tu appliques les recettes, mais tu ne sais pas pourquoi ça marche. Tu ne sais pas pourquoi ça marche et tu te poses la question. Et tu es toujours dans le doute, en fait. Tu te dis, le jour qui ne serait pas là, comment je vais faire? C'est en ce moment que tu dois être absolument compétent parce qu'il faut que tu atteignes ce niveau de compétence qui va te permettre d'être non seulement compétent, mais conscient. Donc, la prochaine phase, lorsque tu as été conscient, compétent, c'est lorsque tu es conscient, tu es compétent, mais inconscient. C'est-à-dire que tu atteins un niveau où tu as la compétence, mais tu ne sais pas que tu as la compétence.
C'est-à-dire que tu développes une activité jusqu'à un niveau, tu commences à voir le résultat, mais tu ne sais pas que tu es compétent dans ce secteur. Jusqu'à ce que tu commences à maîtriser tous les détails de ton activité. Là, tu commences à vraiment être un expert. Donc, il est important que tu puisses comprendre, lorsque tu te lances dans cette activité que tu veux, il faut que tu puisses arriver à être compétent, conscient. C'est là où tu commences à gagner de l'argent. C'est là où tu commences, en modifiant juste quelque chose ou un process dans ton entreprise, tu arrives à générer beaucoup d'argent. C'est là où beaucoup d'entreprises se trouvent. Ceux qui sont leaders sur le marché, ils ont cette compétence et ils le savent. Ils savent comment manipuler le marché, ils savent comment entrer dans un marché, ils savent comment capitaliser dans un marché. Donc, très important, mon cher entrepreneur, pour que tu puisses comprendre que cette compétence-là, cette compréhension va te permettre de gagner beaucoup d'argent et d'aller et de faire la différence au niveau du marché. Donc, lorsque tu as un marché, lorsque tu adresses le client, il faut que tu arrives à comprendre que le client a envie que tu lui donnes un message clair. Et beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils s'adressent à leurs clients, en fait, ils ne sont pas clairs. Ils ont des messages ambigus. Et le message d'accroche, c'est un message qui te permet justement de dire en 1 minute qui tu es, ton expérience, ton service, quelle est ta valeur ajoutée. Et bien évidemment, il faut que tu arrives à dire au client ce qu'il doit faire. Moi, par exemple, dans l'une de mes entreprises, par exemple, où j'ai créé un produit dans l'agroalimentaire, j'ai transformé un produit en agroalimentaire, j'ai commencé à vendre à n'importe qui. Et à un moment, je me suis rendu compte que les ventes n'avançaient pas. Quand j'ai commencé à faire une étude, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui achetaient, en fait, n'étaient pas la bonne cible. J'ai dû reprendre le message, reprendre l'emballage. En fait, il faut que le message puisse parler à la cible. Il faut que le message que tu mets, ça peut être un service que tu mets ou un produit physique, parce qu'un produit physique a un emballage, a une étiquette, a un label, a tout ça. Donc, il faut que tout cela, cet emballage que tu mets sur le marché, que ça puisse parler à une catégorie de gens. Et moi, par exemple, j'ai eu ce problème lorsque j'ai mis en place ce produit que j'ai mis, le Gary, que j'ai vendu. Je n'avais pas au début travaillé sur cet aspect et donc je me suis rendu compte à un moment donné que les ventes ne suivaient pas jusqu'à ce que je puisse réorganiser mon activité, réorganiser mon message pour que le client puisse s'identifier à ce produit. Donc, pourquoi c'est important de comprendre le marché? Comprendre le marché parce que dans le marché, il y a plusieurs phases. Je prends par exemple une entreprise comme Amazon. Lorsque Amazon se lance sur le marché, dans la première phase du marché, il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche qui fait que il faut que tu puisses avoir un certain nombre de capital pour pouvoir investir dans la recherche et dans l'innovation pour les premières entreprises qui entrent par exemple dans un secteur d'activité qui est nouveau par exemple. Et après cette phase, il y a une phase de croissance rapide où beaucoup d'entreprises qui ont moins de capital se lancent parce que c'est une phase où il y a déjà une certaine connaissance du marché, il y a déjà une certaine connaissance qui fait que les entreprises qui entrent sur cette phase-là et qui ont moins de capital peuvent rapidement avoir une croissance. Et après cette phase, il y a la phase de maturité. C'est une phase importante parce que dans la phase de maturité, c'est une phase importante parce que dans cette phase de maturité, la demande est presque au même niveau que l'offre. Lorsque la demande est au même niveau que l'autre, ce qui va faire la différence entre toi et les concurrents, c'est lorsque tu vas pouvoir avoir bénéficié de cette capitalisation et avoir, par exemple, te positionner sur un marché de niche. Et là, tu vas pouvoir rester parce que tu vas pouvoir trouver des clients et tu vas donner une offre qui correspond à ces clients-là.
Parce que dans cette phase-ci, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs sur le marché qui entrent parce que c'est un marché juteux. Tout le monde veut faire, par exemple, du dropshipping parce qu'on s'est rendu compte que c'est un marché juteux. Tout le monde va acheter en ligne. Tout le monde veut avoir son produit livré à la maison. Et donc, c'est un marché croissant. Mais attention, à cette phase, il faut commencer à chercher une niche. Parce que si tu n'as pas de niche sur cette phase, lorsque la demande va baisser, alors tu auras un déclin parce que tu ne vas pas pouvoir te positionner. Tu n'auras pas un positionnement sur le marché et tu ne vas pas pouvoir parler à des personnes spécifiques. Et beaucoup d'entreprises entrent dans le marché à cette phase-là et qui n'arrivent pas à rester sur le marché parce que c'est un marché décroissant. C'est un marché décroissant et quand tu entres dans un marché décroissant où il y a moins de demandes, alors il faudra que tu sois très bon pour pouvoir rester dans ce marché. Donc, le positionnement du marché. Dans le marché, effectivement, il y a des leaders. Tout à l'heure, nous parlons de Amazon. Amazon, c'est un leader du marché. Il est incontournable. C'est lui, celui qui bouffe la grosse partie du marché. C'est lui le leader. Mais à côté, il y a aussi des marchés de niche, par exemple. Je prends dans le e-commerce, il y a plusieurs besoins. Par exemple, les gens qui dressent les chiens, par exemple. Il y a tout un besoin pour les gens qui dressent les chiens. Ça, c'est un marché de niche. Tu peux te positionner dans ce marché et te focaliser que sur ce besoin et être dans une niche qui va te permettre de développer cette niche et d'avoir une relation beaucoup plus étroite avec les clients et pouvoir t'en sortir. À côté de ces niches, à côté de la niche et les leaders, il y a aussi des entreprises, par exemple, qui sont là, qui sont juste à côté des leaders, le troisième et le quatrième, ou bien le cinquième grand important du marché, qui fait qu'il a sa place, mais c'est aussi une entreprise qui doit avoir beaucoup de moyens parce qu'il doit être toujours en train d'innover pour pouvoir suivre le leader. Et enfin, nous avons les suiveurs. Les suiveurs, c'est ceux qui n'ont pas un département de recherche et développement et qui sont là juste à mettre les produits par rapport à la concurrence ou bien et qui vont faire du copier-coller. Donc, j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. C'est important que tu puisses connaître quel est ton positionnement sur le marché aujourd'hui. Une entreprise qui a déjà 3 ans, 4 ans ou 5 ans d'âge doit pouvoir déjà avoir la visibilité de son positionnement sur le marché. Donc, sur le marché, nous avons un certain nombre de forces qui à tout moment interagissent. La première force du marché, c'est les fournisseurs. Est-ce que tu te positionnes sur le marché des fournisseurs? Le marché des fournisseurs, ça veut dire que quoi? Il y a un produit, ou bien il y a un marché, il y a une demande. Tu décides, moi, je vais être fournisseur. Parce qu'il y a une demande, il y a des grandes entreprises qui ont besoin, par exemple, de la matière première, qui ont besoin d'un service, par exemple, qui ont besoin d'un produit pour pouvoir créer d'autres produits. Donc, tu deviens un fournisseur. Il y a, par exemple, aussi les substitutions. C'est quoi? C'est des produits, par exemple, dans les dernières années, nous avons vu un développement des génériques, par exemple, dans le marché de la pharmaceutique. Beaucoup de gens ont créé des génériques. À la place des produits normaux, on a eu des produits génériques, en fait, c'est des produits qui ont la molécule, mais qui sont présents sur le marché et qui remplacent les produits principaux. Donc, est-ce que tu peux rester dans les substituts? Je te prends juste un exemple banal. Lorsque tu vas sur le marché et que tu as besoin d'acheter des fruits, ton objectif, c'est d'acheter un fruit. Ton fruit principal, c'est quoi? Ça peut être la banane, par exemple. Mais si tu arrives au marché et que tu ne trouves pas la banane, est-ce que tu vas rentrer sans un fruit? Non. Tu vas peut-être prendre un autre fruit à côté. Donc, un produit de substitution, c'est un produit qui remplace un autre à son absence. Est-ce que tu te positionnes dans ce marché? Parce qu'il y a beaucoup de marchés aussi. Il y a beaucoup des acteurs qui se positionnent aussi sur le marché des substitutions. Donc, il y a aussi la nature de la concurrence. La nature de la concurrence, c'est très important. C'est quel type de concurrence? Donc, il y a aussi le pouvoir d'achat. Est-ce que tu te positionnes sur le pouvoir d'achat? Est-ce que tu te dis, moi, j'adresse
mon service à des gens qui ont certains montants. C'est-à-dire que des gens qui sont, par exemple, retraités, qui ont l'argent, qui peuvent s'offrir ce qu'ils veulent, ou bien des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui peuvent acheter sans compter. Est-ce que c'est ton critère de positionnement sur le marché? Est-ce que c'est ça qui te permet de comprendre, d'avoir tes clients? Est-ce que tu te lances dans un marché où le pouvoir d'achat aura une influence dans ton activité, ou bien tu te dis, moi je vends à des petits prix, mais je vends en quantité. Voilà. Donc, une autre force sur le marché, c'est le pouvoir à entrer sur le marché. Quand tu crées une activité, quand tu crées un produit, tu dois te poser la question, est-ce que je peux rentrer facilement dans le marché? Ou bien est-ce que je peux sortir facilement du marché? Parce que, dis-toi que la vie d'un produit, dans une entreprise, on a plusieurs produits. À un moment donné, on a envie de sortir un produit pour entrer un autre parce que ce produit n'est plus rentable. Et c'est comme ça, c'est normal dans un marché où lorsque le produit atteint sa maturité, lorsqu'on est dans une phase de déclin, comme j'ai expliqué précédemment, lorsqu'on est dans une phase de déclin, une entreprise ne meurt pas. Parce que dans une phase de déclin, on change juste un produit et on rentre sur le marché. Je te prends par exemple aujourd'hui le marché de l'automobile. L'automobile a connu une phase de croissance et de maturité. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché et qui adressent le client différemment. Nous avons des voitures hybrides. Donc, celui qui fait dans l'automobile aujourd'hui et qui ne se positionne pas dans l'hybride, ce qui est sûr, c'est qu'avec les lois de l'Union européenne, avec les lois sur l'environnement, d'ici très bientôt, 5 ans, 10 ans, il y aura pas mal de voitures, de technologies, d'automobiles qui vont disparaître sur le marché. Donc, il est très important que tu puisses comprendre qu'il faut que tu puisses maîtriser ces forces du marché. Et donc, quel est ton client idéal? Donc, le client idéal pour toi, c'est qui? C'est celui qui va payer, qui va acheter ton produit et qui ne va pas réfléchir. Parce que c'est important, parce que si tu passes le temps à convaincre tous les jours, à un moment donné, tu vas te fatiguer et tu vas te dire, bon voilà, je n'ai pas de clients et j'abandonne. Il faut que tu te positionnes dans un marché où le client va pouvoir payer sans que tu puisses trop souffrir. Et ce client, en même temps, va devenir ton ambassadeur, parce que c'est mieux d'avoir des ambassadeurs que d'avoir des clients tous les jours et on te fait un travail tous les jours, on recommence. Donc, cette phase est très importante. Se fixer des objectifs financiers. Beaucoup d'entrepreneurs, comme moi au début, lorsque je me suis lancé, je ne comprenais pas cette nuance qu'il y avait entre des objectifs financiers et les objectifs de vente. Je ne sais pas si tu comprends en fait. Moi, je me suis lancé comme ça, j'avais envie de créer, et puis à un moment donné, puis je créais des entreprises, je créais une entreprise après une autre, mais je ne faisais pas toujours la différence entre quel est l'objectif financier de l'entreprise. Et l'objectif financier de l'entreprise est divisé en deux. C'est-à-dire que tu peux avoir un objectif à long terme ou bien un objectif à court terme. Et la façon dont tu vas développer le produit, la vente, va être directement liée à cet objectif. Si ton objectif, nous sommes en 2019, si dans 5 ans ou bien dans 10 ans, tu as besoin d'avoir, par exemple, tu as un objectif financier de 5 millions d'euros par exemple, il est fort probable que si tu as un produit aujourd'hui qui existe déjà sur le marché, il serait très difficile que tu puisses atteindre ce chiffre d'affaires avec ce produit. Donc, du coup, il va falloir que tu développes un nouveau produit. Il va falloir que tu entres dans un nouveau marché. Il va falloir que tu puisses étendre ton business. Donc, avec cet objectif financier à long terme, tu vas développer ton business différemment. Alors que pour celui qui a un objectif financier à court terme, il va juste augmenter son chiffre d'affaires sur un produit et ainsi de suite. Donc, j'aimerais que tu puisses faire la différence entre ces deux notions d'objectif financier et d'objectif de vente. Parce que cela va te permettre de mieux développer ton marketing. Le marketing, en fait, pour que tu puisses développer ton marketing, il faut que tu puisses développer une stratégie.
La stratégie de marketing que tu vas développer, ça serait quoi en fait? Il faut que tu puisses avoir une méthode de communication. Aujourd'hui, nous savons que la télévision, à l'époque, c'était le meilleur moyen de communiquer, de faire la publicité de son produit. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la télévision va t'apporter des clients? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des clients ne sont plus à la télévision. La télévision, c'est du has-been. C'est quelque chose que la majorité des gens, même en famille, les gens voient de moins en moins la télévision. Donc, si tu penses que tes clients sont à la télévision, je me demande lesquels. Est-ce que c'est des gens de 70 ans, peut-être des personnes âgées qui n'ont pas tellement eu cette conversion vers les réseaux sociaux et qui restent sur la télévision? Alors là, tu peux trouver des clients. Mais si tes clients sont dans les réseaux sociaux, il va falloir que tu communiques différemment. C'est-à-dire que tu puisses, par exemple, faire des emails marketing, que tu puisses, par exemple, parler à ta cible à travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a Facebook, Twitter, Instagram, tous ces réseaux sociaux qui existent, qui sont là pour te permettre de communiquer à tes clients. En plus, il faut que tu puisses avoir un message. Un message, c'est quoi? C'est quelque chose qui est consistant. C'est-à-dire qu'un message qui parle à ta cible et qui ne parle pas à plusieurs cibles. Donc, voilà. Donc, je voulais te parler aussi du plan marketing. Il faut que tu puisses comprendre que pour que tu puisses développer ton produit, il faut que tu puisses avoir un plan marketing. Un plan marketing, ce sont les étapes en fait de comment est-ce que je vais communiquer, quelles sont les phases de ma communication. Donc, ça te permet d'avoir une visibilité dans comment est-ce que tu vas aller rencontrer le client, qu'est-ce que tu vas dire au client, comment tu vas présenter le produit et comment tu vas pousser le client à acheter. Parce que généralement, nous présentons notre produit, mais nous ne disons pas au client ce qu'il faut faire. C'est bien beau de dire, moi j'ai un produit révolutionnaire qui va changer ta vie, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que tu ne vas pas dire au client, voilà, il faut que tu puisses l'acheter. Et comment tu vas acheter? Comment tu vas le vendre? Aujourd'hui, nous avons toutes les possibilités d'achat en ligne, par exemple, PayPal et toutes les cartes d'achat en ligne. Il faut que tu puisses donner la possibilité à ton client de pouvoir savoir ce qu'il doit faire pour que ton produit puisse être vendu. Donc, nous avons sur le marché aussi une notion qui est très importante, la vente. Ça c'est un domaine que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à vendre. On dit souvent que des gens naissent vendeurs. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit, la vente, tu sais, Eric, il y a des gens qui naissent vendeurs. Mais c'est faux. La vente, ça prend. Il faut que tu puisses comprendre que la compétence de vente va te permettre d'être à l'aise. Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à vendre, c'est une entreprise qui a un joli produit, un beau produit, ou bien un produit avec une grande valeur ajoutée, mais qui va disparaître. Je te prends par exemple une entreprise comme Philips. Je ne sais pas si tu te rappelles les premières années du téléphone. Il y a une entreprise, Philips, qui a développé le mobile, qui a développé tellement, qui a mis tellement la technologie dans son produit. Mais ce qui a dérangé, ce qui a posé problème dans cette entreprise, c'est qu'elle n'a pas pu vendre. Et nous avons vu à côté de Philips, les entreprises comme Samsung qui sont nées, comme Nokia, qui n'avaient pas le même niveau de technologie que Philips, mais qui ont gagné tous les parts de marché. Pourquoi? Parce que Samsung savait vendre. Samsung savait à qui s'adresser. Et généralement, sur le marché, nous avons beaucoup de gens achètent par émotion. Ils achètent par émotion parce que les gens aiment s'identifier à un produit. Et donc, voilà, je voulais aussi te faire comprendre que sur le marché, il y a à peu près 80% des ventes qui se font émotionnellement, qui sont liées à l'émotion des gens. Les gens achètent parce qu'ils s'identifient à vous, parce qu'ils trouvent des valeurs que vous avez et qu'ils ont aussi. Et il n'y a que 20% des gens qui achètent parce que, voilà, ils réfléchissent, ils font des calculs. Donc, il faut que tu puisses comprendre que pour que tu puisses vendre, il faut que tu puisses toucher les gens émotionnellement, pour que les gens puissent adhérer à ton discours. Donc,
Voilà à peu près comment tu dois vendre. Et il y a une autre phase aussi, une autre méthodologie de vente où tu dois construire ta relation client à long terme. C'est-à-dire, c'est les marchés où tu dois convaincre ton client que dans 10 ans, tu serais là, dans 15 ans, tu serais là. Et comme ça, le client, il va faire confiance, il saura que même s'il a un problème dans son produit, il saurait toujours où aller pour pouvoir réparer ou bien trouver une pièce de rechange. Malheureusement, aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer. Nous entrons dans une phase où même les télévisions avant étaient des outils où on pouvait utiliser, changer des pièces, ainsi de suite. Aujourd'hui, la technologie est devenue tellement fragile. Aujourd'hui, tu achètes un produit, la réparation te coûte tellement cher que tu es obligé d'acheter du nouveau. Donc, rester dans cette méthodologie de vente va te permettre d'avoir plus de clients, mais aussi, à côté, tu peux développer cette méthodologie qui te permet aussi de capitaliser à long terme sur des clients qui vont te rester fidèles. Donc, je voulais échanger avec toi un process que j'ai mis en place pour pouvoir adresser mes clients, lorsque j'ai développé mon produit agroalimentaire. En fait, c'est un process simple qui te permet juste de comprendre que lorsque tu as envie d'aller vers un client, il y a un processus qui va te permettre justement de sécuriser ta vente. Parce que beaucoup de clients ne savent pas que lorsqu'ils vont vers une entreprise qui est structurée et qui a plusieurs départements, il faut que tu puisses comprendre quelle est la culture de cette entreprise, comment est organisée cette entreprise. Par exemple, moi, lorsque j'avais identifié un nouveau client, qu'est-ce que je faisais? J'envoyais une requête. Et cette requête pouvait être par exemple par téléphone ou bien j'envoyais un email à cette entreprise. Et généralement, cet email faisait l'objet d'un questionnaire à l'intérieur dans un bureau de vente. Et il était parfois question de va-et-vient. Il arrivait parfois que l'entreprise m'appelle et me pose des questions sur le produit que je vais livrer par exemple, ou bien sur le produit que je voulais vendre. Et ce va-et-vient était jusqu'à ce qu'on puisse clarifier la situation, de savoir qu'il n'y ait plus de questions, qu'il n'y ait plus d'interrogations. En ce moment-là, au sein de cette entreprise, pour les grandes entreprises qui ont un département de vente, un département de compte, par exemple, il y a des entreprises qui ont un service de vente à part et un service de comptabilité à part. Donc, c'est un circuit que tu dois pouvoir maîtriser dans chaque entreprise et chaque entreprise est différente. Moi, par exemple, lorsque ma demande était enregistrée, par exemple, elle passait directement au niveau du devis et lorsque le devis validait, je recevais un bon de commande pour la livraison. Et donc, j'avais un délai, par exemple, lorsque je recevais un bon de livraison, j'avais peut-être 1 semaine ou 2 semaines pour produire les produits que je vendais et que je devais absolument livrer parce que, en fait, il fallait que je puisse suivre le marché parce que ces clients, lorsque je suis rentré dans le marché, il y a eu d'autres concurrents, en fait. Et quand j'ai commencé à développer cette activité, et d'autres gens ont commencé à faire la même chose que moi et ils ont commencé effectivement à adresser les mêmes clients que moi. Donc il fallait que je sois proactif sur le marché, à être à l'heure pour livrer mes produits et livrer mes produits de bonne qualité. Voilà à peu près un certain nombre d'éléments que je voulais échanger avec toi pour que tu puisses comprendre que lorsque tu te lances dans l'activité, lorsque tu crées ton activité ou bien lorsque tu a déjà passé ses premières années, ses 2e année, 3e année. Il faut que tu puisses comprendre que la 4e et la 5e année est très importante pour pouvoir capitaliser sur tout ce que tu as déjà fait. Et donc, c'est à cette phase que beaucoup d'entrepreneurs abandonnent. Je ne pense pas que tu sois parmi les gens qui vont abandonner. C'est pour cela que j'aimerais te dire merci
de m'avoir suivi et je suis ouvert à tes questions. Merci encore.